moutonnerie. Et ce loup-là, mes loulous, c'est la moutonnerie. Amis publics, bien le bonjour et bienvenue sur ma petite chaîne En avant les histoires pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue aux nouveaux abonnés, n'oubliez pas de liker, partager cette vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une chaîne qui s'appelle Le Mystérieux Ancien Bâtisseur, chaîne de monsieur Michel Lasserre. Avant toute chose, je tiens à m'excuser pour les problèmes de son. Donc lors de l'enregistrement, tout se passait bien. Alexis a un très bon son et moi je me suis rendu compte que à l'écoute j'avais un son plutôt lointain, donc je m'en excuse. Donc Mystérieux Ancien Bâtisseur, je me suis déjà demandé d'où venait ce nom. Bon, je me suis pas posé la question très longtemps, hein. On voit bien les sources de monsieur Michel Lasserre et il faut pas les chercher midi à 14h. Hein. Deuxièmement, je me suis intéressé à son logo, le logo qu'il y a sur la gauche. Ce logo que j'ai agrandi, j'ai changé un petit peu les couleurs pour voir exactement ce qu'il y avait derrière. J'ai reconnu qu'il y avait un triangle, un cercle, des raies de lumière et ce qui me semble être l'œil d'Horus. Donc j'ai tapé sur internet raies de lumière, triangle, œil d'Horus, et je suis tombé sur cette image que j'ai trouvée sur ce site qui parle de la légende d'Horus. Donc rien de pseudo-science dans cet article. Par contre le logo, ça a l'air d'être exactement le même, donc je l'ai superposé, j'ai enlevé un peu d'opacité et je me suis rendu compte que c'était effectivement celui-ci qui avait servi pour la chaîne de monsieur Michel Lasserre. Donc je suis retourné sur internet et là j'ai juste tapé raie de lumière, triangle et cercle. Et là, je suis tombé sur une pièce, enfin sur plusieurs pièces de monnaie, donc celle-ci de Clémence Royer, qui est une pièce de la franc-maçonnerie. Voilà, quand on rajoute l'œil d'Horus, c'est exactement le même logo. Donc je pense que monsieur Michel Lasserre est encore un pseudo-chercheur qui se bat contre les francs-maçons, parce que les francs-maçons, paraît-il, d'après les chercheurs alternatifs, cachent la vérité au reste du monde. Alors je vous le dis, moi j'étais chercheur alternatif avant, aujourd'hui je ne le suis plus et je ne suis manipulé par personne. En fait je lis des livres, j'analyse ce que je lis et j'en fais des conclusions, point barre, pas plus. Donc pas de franc-maçonnerie, pas de complot de l'État, pas de complot de nulle part. C'est encore de la paranoïa pure et de la propagande évidente. Donc la chaîne de monsieur Michel Lasserre est une chaîne toute neuve, elle a été créée le 23 février 2024. Elle comptabilise 12 vidéos pour 10 000 abonnés. Et oui, 10 000 abonnés, 12 vidéos depuis février, 300 000 vues à peu près. C'est hallucinant, hein. La désinformation va à une vitesse mais hallucinante. Alors, comme d'habitude, hein, je me suis posé la question, je suis en droit de me poser la question parce que je suis un chercheur, donc le chercheur, ça se pose des questions. Oui, chercheur alternatif, non, mais un chercheur, oui. Donc je me suis posé la question, est-ce que monsieur Michel Lasserre a acheté, comme je l'avais soupçonné pour madame Couvreur, achète ses abonnés, achète ses commentaires, je ne sais pas. Si c'est le cas, je suis rassuré. Si c'est pas le cas, ça fait vraiment, vraiment peur. Parce que du coup, on voit bien qu'on est dans une société qui est prêt à bouffer n'importe quoi à n'importe quel prix et qui vit dans une espèce de parano totale parce que penser que les archéologues, les historiens et tout ça nous mentent, c'est vivre dans la parano totale et vivre dans le négatif. Alors moi j'ai pas envie de vivre dans le négatif, j'ai envie de vivre dans le vrai. Donc les chercheurs de vérité diffusent des fausses informations à des gens qui ne vérifient rien et qui sont prêts à bouffer n'importe quoi. Donc monsieur Michel Lasserre parle beaucoup de taille de pierre, de bâti en général, sur l'Égypte antique et sur les autres sites emblématiques, hein, je pense au Pérou notamment. Avec Alexis, on s'est concentré sur une de ces vidéos,
Les papyrus de Merer, la fiction égyptologique, la preuve. Oui, monsieur Michel Lasserre, d'après lui, nous apporte des preuves incontestables comme quoi ces papyrus ne sont pas une preuve de la construction des pyramides par les Égyptiens. Alors il se plante mais vraiment complètement parce que vous allez voir, il n'apporte vraiment aucune preuve, c'est que du blabla. Qui ne mène absolument nulle part. Donc vous l'avez compris, avec la chaîne de Michel Lasserre, nous sommes à fond dans la matrice. Donc je vais commencer avec ma locution latine avant de retrouver Alexis. Vir prudens non contra ventum mingit. Un homme prudent ne pisse pas contre le vent. Bon j'espère que vous êtes bien réveillés, allez vous faire un petit café, faites pause, et faut avoir les neurones bien réveillés, bien ouverts, l'esprit bien ouvert pour pas s'écraser, vous vous souvenez du coup du parachute, hein. Donc messieurs les tenants, ouvrez bien vos oreilles, ouvrez bien vos neurones, car c'est parti mon kiki pour le journal de Merer, donc les papyrus de la mer Rouge. Et après cette petite intro, je retrouve Alexis, comme d'habitude. Salut Alexis, comment vas-tu ce matin? Parce que pour une fois, nous sommes de retour le matin de bonne heure. Absolument, écoute, très bien le matin, c'est bon, on est en forme, on a pris un petit café, les oiseaux piaillent, tout va bien, donc non, c'est parfait, je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle émission, on va s'attaquer à des choses solides, voilà. Des choses solides, oui, nous allons nous attaquer à des choses solides. C'est pas le cas de Michel Lasserre. Je trouve qu'il n'est pas son commentaire ni ses vidéos ne sont pas spécialement solides. Il y a beaucoup d'arguments, il y a beaucoup de blabla et il n'y a aucun fait encore archéologique. Donc on va revenir là-dessus parce que je pense que c'est très important d'en parler parce que c'est vrai que quand on écoute ces vidéos, on a l'impression que tout est acquis. En fait, on peut le concevoir comme ça, alors que quand on s'y penche un peu, surtout que toi et moi, on connaît relativement bien le sujet, donc on passe des papyrus de la mer Rouge, et en particulier du papyrus de Merer, du journal de Merer. Donc oui, c'est vrai que quand on écoute ce genre de vidéo, c'est vrai qu'on a un petit peu, ça fait un petit peu mal au cerveau. Donc on a essayé de faire une petite vidéo du matin pour en parler. Alors je vais commencer par vous dire sur quelle littérature je me base, sur mes données. Donc moi j'ai le papyrus de la mer Rouge, le livre écrit par Pierre Talley et Mark Lehner. Alors j'ai mis un petit entonnoir sur la tête de Mark Lehner, je ne sais plus pourquoi. Si, c'était pour vous dire que Mark Lehner est arrivé dans les années 70 en Égypte avec l'idée que les pyramides ne sont peut-être pas égyptiennes mais peut-être extraterrestres ou autres. Et c'est en étudiant les grandes pyramides qu'il a vu qu'il n'y avait pas de souci là-dessus. C'était vraiment les Égyptiens qui avaient construit les pyramides, et aujourd'hui, c'est Mark Lehner, je pense, un des plus grands spécialistes de la construction des pyramides d'Égypte, et surtout du plateau Gizeh en particulier. Ouais, tout à fait. Tout petit mot, c'est très intéressant, Mark Lehner, parce que il est arrivé au départ pour la fondation Case, donc Edgar Cayce, ce médium américain mort en 1945, qui a tout un discours qu'il aurait vu dans ses visions sur les pyramides. Et c'est un très bon parallèle avec Flinders Petrie, qui avait fait la même chose. Flinders Petrie, dans les années 1880, était venu pour vérifier les travaux de Taylor et de Piazzi Smith. Donc, ce qui veut dire que quand on est un pseudo-chercheur, comme il l'était au départ, et qu'on va sur le terrain chercher les données et vérifier les données, confronter les données à ces visions, on se rend compte que ces visions, celles de Taylor ou Piazzi Smith au XIXe siècle, ou celles d'Edgar Cayce, sont fausses. C'est simple. Voilà, et sans aller sur le plateau Gizeh, juste déjà chez soi, on peut déjà lire. Alors là, je vous parle du magnifique livre de Mark Lehner et de Pierre Talley, mais aussi les études de Pierre Talley, les études complètes, les deux éditions des papyrus. A et B, C, D, E, F et AA. Et là, si vous voulez vraiment analyser ces papyrus, c'est vraiment le moyen de le faire de chez soi. C'est deux études complètement complètes qui sont fort intéressantes. Et moi, pour me faire mon idée sur ces papyrus, je me fais aider aussi par Assimil. Donc, c'est pour apprendre à lire les hiéroglyphes d'une façon relativement simple. Enfin, c'est pas si simple que ça, je vous le dis. Et là, moi, je m'en sers beaucoup comme dictionnaire, en tous les cas, pour regarder si
s'il y avait un souci à l'époque sur le papyrus de Mérère. Donc je vous parle de ça il y a 4 ans que j'avais commencé à faire ce boulot. Et depuis, je me suis intéressé beaucoup et je ne vois pas de souci personnellement dans les traductions de Pierre Talley. On y reviendra bien sûr tout à l'heure. Michel Lasserre, dans sa vidéo, nous parle de Pierre Talley comme l'égyptologue. On dirait que c'est le seul égyptologue qui a travaillé sur les papyrus de la mer Rouge. Alors je vous rappelle quand même que un égyptologue ne travaille pas tout seul, surtout là sur ce site. Je compte dans l'équipe de Pierre Talley une 50aine de personnes. Il y a aussi, c'est une équipe franco-égyptienne. Il y a aussi, après le travail de fouille, il y a tout le travail de laboratoire, de restauration. Il a fallu dérouler les papyrus. Et tout ça, ça demande énormément de personnel qualifié. Alors, c'est pas des youtubeurs, hein, les mecs. Hein, ils ont peut-être des chaînes YouTube en dehors, mais ils sont d'abord scientifiques. Alors, la question que je me pose, et je me suis posé souvent, et que je vous pose souvent, c'est comment on fait mentir tous ces gens-là? Est-ce qu'il y a... si ces papyrus sont mal traduits ou si Pierre Talley a rebouché les trous, a inventé des hiéroglyphes, comment on fait taire tout ce beau monde? Est-ce qu'on les paye grassement? Est-ce qu'on les menace? Mais si on les menace ou si on les paye, il faut quand même les surveiller. Ça veut dire qu'il faut surveiller tout le monde. Il faut mettre des webcams dans toutes les maisons, il faut mettre des micros partout pour pas qu'ils vendent le bout. Parce qu'il paraît qu'il y a un complot international pour cacher la vérité aux chercheurs de véritude. Qu'on m'explique une bonne fois comment on fait ça. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire sur le personnel, parce que c'est vraiment un travail d'équipe, la science. Bien sûr, l'archéologie en particulier, parce qu'on ne peut pas fouiller tout seul, hein, c'est compliqué. Les sites sont grands, il faut des moyens, il faut des gens qui sont bien bêtement sur le terrain. Hein. L'instrument principal du fouilleur, c'est la truelle, hein, avec une hiérarchie. Hein, chez les fouilleurs, hein, le chef de chantier, les responsables de secteur, hein, par exemple. C'est Aurore Chiavati qui était responsable du secteur, ont été découverts les éléments du journal de Mérère, hein, donc une partie des papyrus de la mer Rouge. Donc évidemment, il faudrait que ce soit Aurore Chiavati qui trouve les papyrus ou qui dise Pierre, ce matin, je vais cacher des papyrus là parce que ce serait bien. Bon, et puis après, il faut mentir effectivement à toute l'équipe. Puis ensuite, il y a toutes les vérifications. Parce que une des premières choses entre les chercheurs, c'est la vérification des sources que l'on a. Et évidemment, si quelqu'un amène des sources exceptionnelles, les autres chercheurs vont voir si ces sources exceptionnelles sont valables ou pas. Donc, ils vont analyser l'écriture, le style d'écriture, le type de papyrus. Ils vont évidemment complètement dépouiller les carnets de fouilles pour dire, vous l'avez trouvé là, dans quelle unité stratigraphique, comment, est-ce que c'est cohérent? Bon. Et évidemment, c'est comme ça qu'on découvre les fraudes. Et on en connaît des fraudes. Hein. Il y en a, c'est assez rare. Voilà. Alors, et puis j'insiste vraiment sur le fait qu'on trouve les papyrus dans un endroit X, tout est photographié, tout est mesuré, on laisse tout sur place jusqu'au dernier moment pour enlever, ça part en laboratoire, et là c'est d'autres gens qui prennent en charge absolument. Les artefacts en général, quoi. La fouille, la fouille elle-même, c'est une toute petite partie du travail. Enfin, c'est en gros 20% du travail de l'archéo. Il y a un élément essentiel dans la fouille, c'est ce qu'on appelle l'enregistrement, c'est ce que tu décris. C'est-à-dire que chaque pièce qui est découverte, elle a un carré de quadrillage, elle a une couche où elle a été repérée, parce qu'il faut reconstituer la position de chaque élément pour effectivement pouvoir bien déterminer si cet élément est plus ancien, plus récent, s'il se trouve là par hasard, s'il se trouve là parce que c'était une poubelle, parce que c'était un dépôt, enfin tout ceci est fait, et le travail d'enregistrement qui se prépare en amont, hein, on fait des grilles, on fait des feuilles spécifiques, alors non, ça sert plus de l'informatique, mais on peut le faire encore sur papier, où on va enregistrer tout, la date, l'heure, qui, comment, enfin tout, et c'est un travail essentiel. Absolument. Il y a le travail de l'archéo aujourd'hui, c'est un travail extrêmement minutieux, extrêmement complet, extrêmement documenté, parce qu'on documente, ça s'appelle documenter les fouilles. Tous les soirs, le chef de chantier fait un carnet de fouilles. Voilà, ce carnet de fouilles est très souvent remis aux autorités. Alors, dans les conditions égyptiennes, je ne sais pas, mais en France, c'est le cas. Enfin, tout ceci est extrêmement calibré pour justement éviter que quelqu'un dise « Ah, j'ai trouvé des super céramiques. Alors, c'est le crâne de Ramsès II. Je l'ai d'ailleurs jeune, âgé et vieux. » Voilà. Donc, c'est vraiment, on fait attention. Voilà, donc on fait attention à tout, et puis là on parle de science, on parle pas on est loin des Wakeros, extrêmement dans la méthode, absolument. extrêmement loin. Absolument. C'est pour ça. Et encore une fois, quand les papyrus ont été traduits par Pierre Talley et exposés,
ils sont exposés au regard, mais ils sont exposés aussi à la science. Ça veut dire que n'importe qui peut venir avec l'autorisation étudier, enfin regarder au moins les papyrus exposés, et après étudier toutes les études qui ont été produites. Et si on n'est pas d'accord, dire non, je ne suis pas d'accord, monsieur Pierre Tallet, je pense que votre traduction elle n'est pas tout à fait bonne parce que. Je veux dire, c'est à l'opposé d'une vidéo YouTube. Comment on peut le faire ? On peut donner notre avis sur une vidéo YouTube, mais on est très très loin d'étudier véritablement les papyrus. Un laboratoire qui travaillerait non pas sur la construction de la pyramide, mais par exemple sur les mines de cuivre du Sinaï, va se servir de ces papyrus et va les décrypter. Évidemment, ils vont également être attentifs aux traductions qui ont été faites en disant, tenez, là, monsieur Tallet et son équipe ont traduit ce mot-là, moi, dans une autre occurrence, je trouve ce mot-là, est-ce qu'on ne pourrait pas penser que... Alors, ces papyrus ont été trouvés au bord de la mer Rouge, à Wadi al-Jarf. Donc, je vous ai mis un petit plan avec le petit bouton bleu, c'est le site où ont été trouvés les papyrus. Le petit bouton rose, c'est les carrières de Toura, nord et sud, à peu près. Et le bouton rouge, c'est les pyramides de Gizeh. Voilà, donc Alessi, je vais te laisser parole pour nous parler du site, nous faire un petit récapitulatif de ce magnifique site et des artefacts qui ont été trouvés. Alors, c'est un site qui était connu, c'est un site qui a été exploré dès le 19e siècle par des explorateurs à l'époque britanniques, qui a été un petit peu fouillé dans les années 50, et dans les années 2011, on a l'équipe de Pierre Tallet a lancé une fouille complète qui a été faite parce qu'on avait d'autres ports de la mer Rouge qui étaient également datés de cette période de l'Ancien Empire. Alors, le site lui-même, c'est une petite falaise avec des tunnels qui ont été creusés, qui ont servi d'entrepôt, entreposer essentiellement des bateaux, démontés, parce que c'est un site qui fonctionnait de manière saisonnière, donc on pouvait l'activer ou le désactiver de manière importante, et comme les bateaux, le bois, c'est précieux et qu'il faut transporter ces bateaux et ce bois sur les bords de la mer Rouge à partir du Nil, eh bien, on a mis en place tout un dispositif de conservation du matériel sur place. Ça, c'est le site. Il y a presque une vingtaine de ces grottes. Toutes n'ont pas encore été fouillées. Il y a encore des grottes qui n'ont pas été terminées de fouiller. Donc elles sont évidemment creusées par des hommes. Elles ont été à chaque fin de saison, elles ont été bouchées. Donc il y a des systèmes de bouchons qui ont été mis. On va y revenir dessus parce que ces bouchons, il y a des seaux pour bien les authentifier. Et ces sceaux ont l'inscription du règne de Khéops, avec le nom du souverain Khéops qui est dessus. On a retrouvé également des céramiques locales, avec tout un dispositif pour faire ces céramiques sur place, pour pas avoir les transporter. Donc c'est évidemment une économie de moyens qui est mise en place. Même chose, ces céramiques, ces céramiques qui servaient à la fois de contenants, d'appareils de cuisson, enfin de tout ce qui était nécessaire sur place. Même chose, une grande partie de ces céramiques sont marquées du règne de Khéops, donc tout ça est mis en avant. On retrouve des seaux également, on retrouve des morceaux de bois plus éparses, qui ont été probablement de bateaux qui ont été démontés ou qui étaient trop usés pour être utilisés et qui servent à d'autres éléments, des glissières, des choses comme ça. Et puis, on a retrouvé des encres également, des encres en pierre, qui montrent bien l'activité navale. Donc voilà, tout ça, ces éléments ont été trouvés. Et puis, on a retrouvé donc des ensembles de papyrus à plusieurs endroits, dont un dépôt le plus important, entre la galerie G1 et G2, entre les deux bouchons de la galerie, dépôt qui a été enterré, probablement quand le site a été abandonné, parce que le site de Wadi al-Jarf a été abandonné à un moment, fin du règne de Khéops, début du règne de Khéphren, parce qu'il n'était pas très bien situé par rapport aux autres endroits, pas très accessible. On se servit d'autres sites par la suite. Voilà. Donc c'est un site qui est assez bien daté, et donc dans lequel on a retrouvé un matériel très complet, très cohérent. Et ça, c'est important aussi quand on fait des fouilles, c'est un matériel très très cohérent dans les époques. Alors, des nombreuses céramiques, comme je disais, qui ont été cuites, enfin fabriquées et cuites sur place. Il y a des fours encore sur place. Ces céramiques restent aidées à la vie de tous les jours du camp, mais aider aussi au transport de l'eau potable sur les bateaux pour partir au Sinaï, par exemple, dans les mines. Absolument, absolument. Donc, il a été trouvé aussi une jetée absolument gigantesque. On parle de 200 mètres de long. Donc, une vraie jetée qui s'avance dans la mer pour éviter que les bateaux soient trop secoués par la houle. Je crois que c'est le plus grand
port qui a été trouvé jusqu'à maintenant, il me semble. Hein. Il me semble aussi, alors il faut que je vérifie les autres ports, et puis de l'Ancien Empire, parce qu'on a ensuite des expéditions plus tardives, Moyen Empire, Nouvel Empire, et puis on se servait d'autres sites. Mais effectivement, c'est un port très important, et c'est un port qui est connecté au Sinaï, parce que les Égyptiens de l'Ancien Empire allaient chercher au Sinaï du cuivre et de la turquoise essentiellement, et on a retrouvé les mêmes sceaux, les mêmes indications dans des carrières ou dans des endroits du Sinaï, donc qui mettent très bien en correspondance ce port comme point de réception des matières premières voulues et les points de production d'extraction de ces matières premières dans le Sinaï. Voilà. Donc ce port, il fait quand même plus de 200 mètres, donc c'est de quoi accueillir quelques gros bateaux et plein de petits bateaux, ça c'est sûr et certain, c'est énorme. On a trouvé beaucoup d'encre marine dans l'eau, au niveau de cette jetée, et un magasin aussi avec de très très nombreuses encres de marine aussi, qui sont aussi estampillées, usées. On voit bien qu'il y a des cordages qui ont été mis dessus, il y a même la marque des cordages pour certaines. Donc un port qui devait être extrêmement important. Il faut se rendre compte quand même. Oui. Pardon ? Extrêmement important et très actif. Et très actif. Oui, Tout qui montre que dans sa zone d'activité, essentiellement le règne de Khufu, il a servi à apporter des matières premières importantes, ce qui, juste parenthèse, montre que l'activité économique sur le règne de Khufu était importante. Donc le règne de Khufu est un règne riche, entre guillemets, pour l'économie égyptienne. Ouais, oui, riche. Et puis quand on pense qu'il traverse le désert avec des bateaux relativement très longs, 10, 15, 20 mètres, démontés. Pour les remonter sur site, on voit déjà la capacité technique et humaine de ces gens. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est du génie pur, en fait. C'est plus simple, mais c'est du génie pur. C'est du génie, notamment parce qu'ils ont trouvé une technique pour pouvoir transporter des bateaux sur Terre de manière assez simple. C'est des bateaux cousus, rigidifiés. Il y a une modification, il y a la transformation entre la deuxième et troisième dynastie sur la technique des bateaux qui permet de faire des bateaux plus longs et des bateaux de charge plus importants. Et c'est ces bateaux qu'on retrouve effectivement dans ces ports. Alors, on en reparlera peut-être un jour de ces bateaux cousus, parce que c'est vraiment un sujet super intéressant. Moi, ce que je voulais relever, qui m'a un petit peu, qui m'a clairement interloqué, c'est qu'on voit qu'il y a à l'entrée de certaines galeries des glissières en bois. Donc, il y a du bois qui a été inséré dans le sol pour aider à transporter, à barder ces grands blocs pour boucher les. Donc, ça peut être. Moi, je trouve ça très intéressant quand même pour la construction en général à cette époque-là, parce que. Ouais, ces glissières montrent qu'effectivement, il y a des systèmes de rampes avec des traverses de bois. Alors, on dit toujours le bois de construction est rare en Égypte, c'est vrai pour le bois de construction, le long bois. Et donc, les Égyptiens utilisent des bois locaux, sycomore et acacia essentiellement, qui sont des bois courts, dont on peut servir pour la construction de ces bateaux et pour ces glissières, quand ils sont trop usés. C'est ça. On voit d'ailleurs dans le sol une vieille pièce de bateau, la partie basse du bateau, qui a été vraiment récupérée et donc insérée dans le sol pour aider au bardage des blocs. Il a été aussi trouvé des outils de construction. Et un peu plus loin, il a été trouvé d'autres ports. Alors je pense je ne sais pas exactement comment ça se prononce, encore une fois, Ain Soukna, où il a été trouvé, je crois, 2 bateaux calcinés. Tout à fait. On a effectivement 2 ports, Ain Soukna et Mersa Gawarsi, qui ont été fouillés avant. C'est des ports qui ont été fouillés dans les années 2000, 2003-2004 2003 pour Ain Soukna et Mersa Gawarsi 2004. Et donc évidemment, l'équipe de Pierre Tallet, quand elle arrive au Wadi Al-Jarf, elle est dans cette continuation de fouilles de ces équipements économiques égyptiens de l'Ancien Empire, pour mieux les documenter, mieux les comprendre. C'est un nouvel axe de la recherche égyptologique. Donc ces papyrus ont été trouvés entre des blocs bouchons. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le contenu de ces papyrus, Alexis, s'il te plaît ? Absolument. Avec déjà les différentes sortes, parce qu'il n'y a pas que le papyrus de journal de Merer. Absolument. Les papyrus ont été découverts effectivement dans un endroit clos, c'est-à-dire un endroit qui n'a pas été, une fois qu'il a été fermé, les hommes n'ont plus intervenu. Donc, ce n'est pas des papyrus qu'on a pu rajouter à un moment. Et c'est des papyrus qui ont été mis dans une petite fosse, ceux qui ont été trouvés à cet endroit-là, G1, G2,
pour s'en débarrasser. On évacue le site, voilà, on ne va pas emmener les papyrus. On peut imaginer, on n'en sait rien, mais on peut imaginer qu'il y ait des copies qui avaient été déjà fournies ailleurs, hein, et ceux-là ont été laissés sur place. Alors, ces papyrus, c'est un ensemble, ils ont été, la plupart, ce sont des comptes rendus d'activité, hein, soit de transport, soit de restauration, hein, c'est les papyrus de A à F et le AA, voilà. Et les autres, ce sont des papyrus de comptabilité. C'est-à-dire, en gros, des systèmes comptables où on va expliquer les rations qui sont utilisées, le nombre de rations, le nombre de personnes, etc. etc. Alors, les comptabilités, c'est quelque chose qu'on connaît déjà dans le monde égyptien. On a retrouvé à l'Ancien Empire, notamment dans des sites de la 5e dynastie, des papyrus de comptabilité. Et dans ces journaux d'activité, hein, on a effectivement ce qu'on appelle les papyrus, le journal de Mérer, hein, qui sont les journaux tenus par l'inspecteur Mérer, qui a plusieurs fonctions, dont celle de transporter des pierres, on y reviendra par la suite. L'écriture a un avantage gigantesque, c'est qu'effectivement, il permet de noter et de rapporter des éléments administratifs, et donc de savoir ce dont on a besoin. Je veux dire, on a une équipe de tant d'hommes, il faut la nourrir pendant tant de temps, on le renseigne, et donc la fois d'après, on sait que quand on va envoyer une équipe, il faut au moins ça. Voilà. Et évidemment, ce sont des documents extrêmement intéressants, et des documents qui intéressent d'autant plus aujourd'hui les chercheurs, ce sont des fenêtres sur la vie quotidienne, sur le fonctionnement quotidien. On sait ce qu'ils mangent, combien, comment c'est organisé, d'où ça vient, enfin tout ça c'est extrêmement passionnant. Donc le journal numéraire, c'est pas un roman, c'est pas super bien écrit dans le style je vais aujourd'hui partir. Non, c'est très comment dire, c'est très simple. Jour-temps, on va à synthétique. On dort où, et voilà, c'est vraiment synthétique. C'est synthétique, voilà. Et c'est un petit peu ce qu'on retrouve aujourd'hui pour n'importe quel transporteur routier ou n'importe quelle livraison en fait. C'est parti de tel jour à l'entrepôt, ça arrive de tel jour sur le chantier, point barre. Voilà. Il repart un nouveau jour. Voilà. C'est ultra synthétique, c'est d'ailleurs assez bien. Alors, tu disais le papyrus est cher, probablement long à fabriquer. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui font de l'écrit, donc on fait aussi une économie moyen. Hein, c'est-à-dire qu'évidemment, on ne va pas faire un roman en disant tiens, je suis parti le jour 1, alors il faisait assez beau, j'ai vu un oiseau qui chantait, ça intéresse personne. Voilà. On est sur des choses synthétiques, c'est des documents administratifs. Voilà. Et écrire le hiéroglyphe ou écrire le démotique, ça demande un petit peu plus d'énergie que d'écrire sur une tablette, une livraison Amazon ou je ne sais quoi. Voilà. Donc on synthétise au maximum. On voit bien même le nom Khufu, les sigles sont un peu bougés pour que ça soit un petit peu plus condensé dans le papyrus. Absolument. On voit bien qu'il va au plus vite. Donc ce papyrus raconte que l'inspecteur Mérer et son équipe, donc sa file, prend du calcaire blanc de Toura nord et sud et l'emmène sur le plateau Gizeh. Et on en déduit que ce sont les blocs de parement de la Grande Pyramide. Alors pourquoi on en déduit que c'est les blocs de parement et pas autre chose? Ça pourrait être aussi les blocs qui constituent la Grande Galerie, par exemple. Alors, donc, pas une sorte de datation aussi. Voilà, on le sait par plein de moyens. On sait d'abord parce qu'on connaît hein, ces pyramides. Alors, les blocs de parement de la pyramide de Khufu ont disparu, mais on en trouve dans d'autres pyramides. Bon, et on sait il reste quelques blocs quand même au pied de la pyramide. Oui, il reste quelques blocs, absolument. Voilà. Et on sait qu'effectivement, les pyramides sont construites avec des blocs qui sont pas très bien taillé pour l'ensemble de la pyramide, sauf le parement. Donc le parement, c'est la partie extérieure, hein, qui effectivement est non seulement bien taillé, mais on va utiliser en plus un calcaire plus clair, plus blanc, hein, et plus fin, donc plus facile, plus élégant, on va dire comme ça, hein, à mettre. Effectivement, c'est un calcaire qui vient de plus loin, donc ça demande une organisation, une logistique plus complexe que l'ensemble du calcaire utilisé dans les pyramides qui vient directement du plateau de Gizeh, et on connaît également par d'autres éléments, par d'autres études, on a pas mal d'études sur les carrières égyptiennes, notamment les études de Sinéo Frères hein, qui ont été faites dans les années 90 hein, sur l'ensemble du monde minéral égyptien, et donc on sait que ces carrières de Toura, qui sont en fait placées au nord et au sud, hein, fournissent ce type de calcaire particulier et est utilisé spécialement pour le parement. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont renseignées ailleurs. Donc évidemment, lorsque Pierre Talley et son équipe vont tomber sur le nom de Toura, hein, donc avec la désignation de l'époque, hein, ils savent comparer avec d'autres textes qu'ils ont, ils savent de quoi il s'agit. Ils savent que c'est pas un nouveau site qu'on connaît pas, c'est un site qui a déjà été bien établi. D'autant que le journal décrit le temps de traversée, donc
on peut estimer évidemment la position de ces carrières par rapport au chantier lui-même de la pyramide. Ouais, et les carrières de Toura, on les connaît encore aujourd'hui. Enfin, ils ont été malheureusement maintenant, ce sont des zones militaires. Ils s'étendent sur plusieurs hectares. Hein. C'est pas des petites grottes comme ça. C'est plein de petites. C'est un très grand site. Et qu'est-ce que je voulais dire sur les blocs de Toura? Oui, les questions de la datation en fait, parce que comme je disais tout à l'heure, ça répète des blocs pour la Grande Galerie. Mais là, il y a quand même une date qui est indiquée sur les papyrus, donc on sait que c'est plutôt à la fin du règne de Khufu, donc on en déduit que c'est sûrement pour son parement en fait. Alors, effectivement, il y a une datation. Une datation qui est le 13e recensement du petit et du grand bétail de Khufu. Donc c'est une datation qui est très intéressante parce que l'on sait que le bétail est recensé en gros tous les 2 ans. Alors il y a un débat dessus, on va y revenir en 2 mots, mais on sait que c'est recensé tous les 2 ans parce qu'on a d'autres études qui le montrent, hein, évidemment. On ne part pas comme ça en disant tiens, il recense le grand bétail, alors le grand bétail l'année 1 et le petit bétail l'année B. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. On a des documents administratifs autres qui nous montrent que ça fonctionne comme ça. Donc, si on part sur l'hypothèse simple que c'est effectivement tous les 2 ans, eh bien, ça veut dire que ces papyrus sont datés de la 26e ou 27e année du règne de Khufu, donc à la fin de la construction de la pyramide. Alors, il y a un débat pour savoir si c'est vraiment tous les 2 ans que ces recensements sont faits, ou si c'est un peu moins régulier que ça, temps 1 an, temps 2 ans, temps peut-être plus. Alors voilà. Donc il y a une étude qui est faite par une des fouilleuses d'ailleurs de Pierre Tallet, qui a déjà reporté la même étude sur les marques de carrier des 3 pyramides de Snéfrou, donc qui a permis de redater les pyramides de Snéfrou, hein, comme ça, et de bien montrer que ces 3 pyramides sont bien de Snéfrou et se succèdent les unes par rapport aux autres, avec parfois des moments où 2 chantiers sont construits en même temps. Hein. C'est une très très bonne étude de Roche-Libetti, très intéressante. Hein, voilà. Et donc, aujourd'hui, et c'est ce qui est marqué dans l'étude, hein, dans l'édition que tu as citée au départ de Pierre Tallet, il parle bien de la 26e ou 27e année du règne de Khufu, avec aujourd'hui une interrogation, savoir si c'est peut-être pas la 24e ou la 22e année hein, du règne, si jamais certains de ces recensements n'avaient pas eu lieu tous les 2 ans. Mais cette date nous place à la fin du règne de Khufu, de ce qu'on en sait par d'autres documents. Et donc effectivement, si on transporte des blocs pour terminer la pyramide, c'est plutôt les blocs de parement que les blocs intérieurs. Hein. Donc évidemment, ça nous positionne tout à fait la construction et le travail qui est fait, enfin une des parties du travail qui est fait par l'administrateur Mehrer. Moi, j'ai adoré ces papyrus. J'ai passé beaucoup de temps, grâce aux 2 études, à essayer de retraduire des phrases, rechercher les phrases. Alors, vous avez de votre écran, je me suis amusé à chercher les cahiers de Toura. Enfin, voilà, je cherchais voir s'il y avait éventuellement des fautes d'orthographe ou autre. Alors, j'ai pas vu spécialement de trucs qui m'ont choqué avec mon petit niveau en lecture de hiéroglyphes. En tout cas, Monsieur Michel Lasserre, en tout cas, nous en parle des fautes, tout ça, sans nous démontrer. Alors, moi, j'ai vraiment cherché, j'ai rien trouvé qui m'embarrasse, absolument rien. On retrouve de nombreuses fois le nom de Mehrer, le nom de Khufu aussi, vraiment de très nombreuses fois. Et, pardon. On retrouve bien sûr Akhet Khufu, hein, le nom de la pyramide, avec le glyphe de la pyramide, le glyphe qui se prononce Mehrer. On le retrouve à chaque fois lié à Akhet Khufu. Donc c'est vraiment pour le chantier d'une pyramide. Et si la pyramide s'appelle Akhet Khufu, c'est peut-être la pyramide de Khufu. Moi, je dis ça, je dis rien. Oui, on peut aller plus loin. C'est un nom qu'on connaît par ailleurs. Hein. C'est un nom qu'on a retrouvé ailleurs, Akhet Khufu. Hein. Donc, évidemment, ça nous met en place. C'est un nom qui est associé effectivement à la pyramide. Donc, ça devrait se traduire complètement la pyramide d'Akhet Khufu. Parce que c'est Akhet Khufu plus le déterminatif hein, qui désigne l'objet que l'on appelle, que l'on désigne, et c'est une pyramide. Hein. Comme Mehrer, chaque fois, il est placé à côté le symbole inspecteur, hein, le symbole qui sert à inspecteur. Donc on dit pas simplement c'est Monsieur Mehrer, c'est l'inspecteur Mehrer, c'est sa fonction hein, qui est mise en avant. Et la même chose, déterminatif, Akhet Khufu, c'est d'une pyramide qui est mise à côté. Donc Akhet Khufu désigne bien la pyramide. D'autant qu'on a d'autres noms hein, sur ces papyrus, notamment Roche et Khufu, qui est aussi utilise aussi un déterminatif et c'est traduit l'étang de Khufu, hein, mais donc c'est le port artificiel hein, qui a été construit, qui a été creusé dans le sable. Hein,
enfin le sable et le calcaire, hein, par les Égyptiens au pied du chantier pour évidemment aider la logistique. Et le papyrus A désigne les travaux d'entretien que l'équipe de Merer fait sur ce port, et le papyrus B, lui, désigne effectivement le transport des pierres de Toura entre les carrières de Toura et ce port. Donc on a vraiment des détails importants sur ce travail de chantier. Ouais, on va parler du port 2 minutes et après on va commencer à analyser un petit peu ce que disait monsieur Lasserre. Moi, je tiens à vous le dire, je vais le répéter 20-30 fois s'il le faut. Et sur le papyrus de Merer, il y a là aussi aucune faute d'orthographe sur le nom de Khufu. Hein. Il y a vraiment pas de souci. C'est pas Raoufou, mais bien Khufu. Je vous invite, bien sûr. Oui, mais c'est important de le répéter parce que c'est encore des conneries qui tournent sur le net, comme la pyramide de Nice. Hein. Ça, dans 30 ans, ça tournera encore. Et je vous invite à aller voir toujours le chapitre 2 sur Julie Cover, le mythe et la légende, chapitre 2 sur les marques de maçons des grandes pyramides. Revenons vite fait pour finir au travail de Mark Lehner, parce que lui, il a fait des forages autour du plateau d'Élysée, s'est aperçu qu'il y avait des endroits où il y avait des bassins jusqu'au pied des pyramides. Hein. Absolument. Alors, c'est important parce qu'il est quand même noté dans les papyrus. Ouais. Absolument. Alors, c'est une chose qui est très importante. On savait avant la découverte des papyrus de la mer Rouge que les chantiers des pyramides sont des chantiers considérables. On le savait d'autant mieux qu'il y a quelque temps, on a fouillé une partie des villages, ce qu'on appelle les villes des pyramides, donc les agglomérations qui abritent non seulement les ouvriers, mais toute la logistique autour des ouvriers, la fabrication du pain, la préparation de la viande, etc. Donc tout ça, c'est un élément important. Donc on savait que c'était des chantiers considérables. On savait également pour des sites plus tardifs que les Égyptiens n'hésitaient pas à creuser des canaux pour approcher les bateaux au plus près du chantier. Parce qu'évidemment, les transports de charges lourdes sont plus faciles par bateau que les traîner sur des glissières. Donc, quand on a découvert ces papyrus, on s'est rendu compte qu'effectivement, au pied de Gizeh, du plateau de Gizeh, les Égyptiens avaient aménagé un espace dans lequel, donc l'étang de Khufu, rocher Khufu, dans lequel effectivement on pouvait approcher les bateaux au plus près, avec probablement des quais, des rampes pour remonter l'ensemble. Voilà, et qu'évidemment, il y a toute une réflexion, une logistique autour de ces bateaux. Alors, ça ne sert ces étangs ne servent évidemment que pour les pierres qui viennent d'ailleurs du plateau. La plupart des pierres, la très 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 grande majorité des pierres, elles n'ont pas besoin de cet étang. Elles viennent effectivement du plateau lui-même. Donc, ces ports n'ont pas forcément été construits au tout début de la construction de la pyramide. On a pu les aménager le temps qu'on prépare. Et puis, pour les blocs d'Assouan et pour les blocs de Toura notamment, eh bien effectivement, ces ports ont permis d'acheminer ces grands blocs. Alors, ces ports, ils sont notamment commandé, dirigé par une personne qui s'appelle Ankeef. Alors Ankeef, c'est un personnage que l'on connaît par ailleurs, même chose, c'est tout le travail que l'on fait en croisement des sources, quand on travaille sur des sources comme ça. Il est connu parce qu'il a un des plus grands mastabas de la période de Khufu, un mastaba qui est tout près de celui de la pyramide de Khufu lui-même, et il est désigné notamment comme l'inspecteur ou le chef du port Rocher Chofu. Donc c'est lui qui est chargé du bon fonctionnement de ce port. Et pour le bon fonctionnement de ce port, ce que nous dit le papyrus A, eh bien justement, des gens comme les équipes de Merer vont l'entretenir de manière continue. On parle de cet entretien. Alors, il est aussi désigné dans un autre document, en tout cas, c'est ce que Pierre Tallet nous dit, comme étant le chef de la fondation funéraire de Khufu, voire le responsable des constructions de Khufu. Donc c'est un personnage considérable du règne de Khufu en ce qui concerne les constructions. C'est lui qui en gros qui a la supervision sur les grandes constructions, dont la pyramide. Je vous conseille vivement de lire le livre de Pierre Tallet et Mark Lehner, vraiment. Il y consacre un chapitre en KF. Oui. Ça donne vraiment un bel aperçu du chantier, parce qu'on parle des pyramides, mais on parle rarement de tout ce qu'il y avait autour, tous les magasins, les villages des ouvriers, mais aussi le palais de Khufu, la cité funéraire. C'est pas qu'une pyramide, c'est énormément de bâtiments, donc c'est des blocs en permanence qui sont bougés. Et toi, qui regarde cette vidéo, est-ce que tu aimes les fonds verts ? Tu aimes la haute couture égyptologique ? Tu n'es pas content de savoir que les fausses informations se déplacent à la vitesse de la lumière sur Internet ? Ça te fout en boule
de savoir que les méchants égyptologues boivent des coups dans les bars et trafiquent les artefacts plutôt que de faire leur travail sur les chantiers de fouilles. Tout ça manipulé par la franc-maçonnerie. Donc si tu es comme moi, abonne-toi, mets un pouce bleu et partage la vidéo avec tes potes. Allez, on y retourne. Alors, allons-y gaiement. Il commence par nous dire que les papyrus n'ont pas été datés au carbone 14, donc ça veut dire qu'il n'y a aucune preuve comme quoi ils sont bien de la 4e dynastie et du règne de Khufu. Donc il se demande pourquoi ce refus de datation scientifique. Est-ce que c'est un simple manque de sérieux? Bah oui, est-ce que les égyptologues passent leur temps dans les bars à boire des bières, et puis de temps en temps ils font de la merde, ou alors aurait-elle été faite et non divulguée? Alors là, on est dans la mafia archéologique. Donc pourquoi ne pas les avoir datés au carbone 14, Alexis? D'abord parce qu'il y a plein de manières de dater. On n'est pas obligé d'utiliser le carbone 14 pour dater. La datation, c'est quelque chose de très complet. D'abord, il y a une méthode qui est simple, c'est qu'on a retrouvé ces papyrus dans un environnement archéologique très précis, dans ce qu'on appelle une unité stratigraphique. Si un jour M. Lasserre lit complètement les travaux, il verra que le terme de US utilisé, unité stratigraphique, qui est utilisé. Or, ces papyrus ont été découverts à un endroit qui n'a pas été impacté par l'homme après la fermeture, et dans lequel on a plein de documents qui datent de l'époque de Khufu, et qui n'ont pas pu être ajoutés. Donc voilà, sa première chose, ça permet effectivement de dire que cet environnement, là où ont été découverts les papyrus, c'est un environnement qui a été fermé avant la fin du règne de Khufu. Deuxième élément, on a autour de l'unité stratigraphique où était découverte, donc notamment dans les grottes, des éléments qui sont tous datés, ou presque tous, il y a quelques exceptions, du règne de Khufu. Donc évidemment, on sait que l'ensemble est cohérent. On n'a pas des éléments de Khufu, puis tout d'un coup des éléments de Ramsès II qui traînent au milieu. Là, on pourrait se poser des questions. On est quand même de Snéfrou à Képhren, donc on est très recentré quand même. Trois pharaons de la 4e, trois pharaons qui succèdent de la 4e dynastie, donc c'est très précis. Et la majorité des objets viennent du règne de Khufu, donc évidemment, on fait des stats, c'est un système classique. Si vous trouvez plus d'objets d'un règne, c'est que ce port a été plus actif sous ce règne-là que sous les autres. C'est après assez logique comme élément. Et il y a son nom partout, sur les céramiques. Il y a son nom partout. Voilà. Et puis, troisième élément de datation, c'est les papyrus eux-mêmes. Bon. Le matériau, c'est un matériau d'époque. L'écriture, les scripts, c'est les scripts qui sont utilisés à cette époque-là également. Le démotique, les écritures employées ont varié. Elles ont varié dans le temps. Il y a des signes qui sont modifiés. Évidemment, les philologues en égyptologie ont fait des listes. Ils disent, voilà, si je trouve ce signe-là dans cette forme-là, c'est plutôt cette période-là. Si c'est ce signe-là, c'est plutôt cette période-là. Et on le fait dans toutes les langues. Je veux dire, on le fait en grec, on le fait en latin. C'est un grand classique. Donc, évidemment, on va faire l'analyse de l'ensemble de ces signes, et ces signes ont été formés à l'époque de Khufu et à l'Ancien Empire. Et puis, dernier élément, les papyrus eux-mêmes, entre guillemets, s'autodatent, puisque le nom de Khufu est présent partout. Et non seulement le nom de Khufu, parce qu'on dirait, ouais, ok, alors peut-être que les mecs ils ont gratté, ils ont mis le nom de Khufu parce qu'ils voulaient que c'est ça Khufu, mais si on n'avait que le nom de Khufu, mais on a des noms de personnages qui sont de l'époque de Khufu et qu'on connaît par ailleurs. On a parlé d'Ankhéf, par exemple. Ankhéf, on sait très bien que c'est un personnage qui a fonctionné pendant le règne de Khufu. Alors, soit les papyrus datent bien du règne de Khufu, ce qui est très très évident. Soit il y a un petit farceur qui a fait ça, mais alors il a gratté des papyrus, ça se voit. Il a rajouté des noms, et il est très fort parce qu'il connaît très 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 bien le règne de Khufu pour rajouter des personnages de l'époque de Khufu. Mais à quoi ça sert? Quel est l'objectif? Quel est l'objet qui aurait été fait par un trompeur, quelqu'un qui aurait voulu faire ça, de mettre ces papyrus? Quel est l'intérêt? Donc là, on a trois éléments de datation forts. L'unité stratigraphique elle-même, les objets qui ont été découverts en tout, et le papyrus lui-même.
Voilà, et s'il y avait doute, je pense qu'il y aurait vraiment des analyses carbone 14 qui seraient faites. Voilà. Si vraiment on a un doute, on se dit, OK, là ça fonctionne pas. Et puis, dernier élément, il y a un truc qui sera peut-être fait, hein, je ne connais pas toutes les études, mais s'il y a une étude de céramologie qui est faite, ils feront peut-être de la thermoluminescence, qui va nous permettre également de faire des datations, ou la dendrochronologie hein, sur les bois. Hein. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire une datation carbone 14 pour attester que ces papyrus datent de l'époque de Khufu. Après, monsieur Michel Lasserre nous dit qu'il y a des trous dans les papyrus, donc que Pierre Talley, lui, il a brodé, il a ajouté, en brodant, en ajoutant des hiéroglyphes. Alors là, comment dire, normalement je dis ouais, j'étais limite en colère, je voulais pas le dire, mais non, mais c'est vrai que ça fout les boules parce qu'on voit, quand on voit les milliers d'heures qu'ils ont passé à redessiner chaque signe et à essayer de traduire c'est un boulot de fou, vraiment de fou furieux. Donc à l'écran, vous avez des photos de ce papyrus, l'original et le dessin de Pierre Talley et comment il comble les trous. Alors vous voyez qu'il ne comble pas les trous. Quand il y a un hiéroglyphe qui dépasse, qui est déchiré, il le complète, il le finit. Ça, c'est un travail que je pourrais faire beaucoup moins vite que monsieur, mais et quand il y a des trous importants, il n'y a pas de hiéroglyphe qui est apporté, à part si la phrase se répète. Si on voit 4 fois la phrase l'équipe de l'inspecteur minéraire dort à Toura ou dort à Gizeh, on connaît la phrase par cœur, comme moi je la connais par cœur, et dans ce cas-là, s'il manque un signe dans une phrase, je vais dire ah évidemment je pense que là c'est dormir à Toura, mais ça peut aussi partir de Toura, enfin voilà. Donc Évidemment, quand on fait ce travail de remettre des choses, on le dit. On dit, tiens, attention, là, j'ai mis en parenthèse ou j'ai mis une autre couleur parce que c'est moi qui l'ai rajouté. Voilà. Comme ça, les autres archéologues disent, ah tiens, là, il a fait ça, donc je peux comparer et je peux dire, ah non, oui, mais ce début de signe-là, c'est peut-être ça et peut-être qu'on peut interpréter différemment. Hein. Évidemment, c'est un travail qui est classique hein, dans l'analyse hein, et l'édition d'un texte. Alors moi, j'ai vraiment fouillé tout. Vraiment, j'ai passé beaucoup de temps sur ce papyrus parce que j'adore. Il n'y a pas un seul truc qui m'a vraiment choqué, un petit rajout que je trouve un peu limite. Et franchement, William me permettre de critiquer le boulot de Pierre Talley, bon. Là, il faut voir deux choses en plus. Hein. Monsieur Lasserre ne lit pas l'écriture égyptienne. Donc, comment serait-il lui capable ? À ma connaissance, peut-être que oui. Dans ses vidéos, en tout cas, il ne le prouve pas du tout. Voilà. À ma connaissance, il ne fait pas l'écriture égyptienne. Bon, peut-être pour le contraire. Donc, comment lui peut, sans avoir lu les papyrus, sans avoir vu les facsimilés, on aura l'occasion d'y revenir, hein, expliquer comme ça, benoîtement, que Pierre Talley a rajouté des signes, a rajouté des éléments. Je veux dire, il faut être très bon dans l'écriture, connaître parfaitement le contexte pour dire tiens, ce signe-là, il ne pourrait pas être là. Voilà. Et c'est un travail d'analyse du texte, hein, c'est un travail qui est fait par la plupart des historiens, hein, d'édition du texte, hein, sur lequel on est extrêmement prudent, bien sûr, hein, et on est corrigé par des gens qui ont des niveaux de connaissances qui sont assez remarquables sur la langue, sur le texte, sur le script. Hein, les trois éléments sont bien forts. Et là, inventer cette idée-là, on est complètement dans une vision ce papyrus ne peut pas exister parce qu'il va contre mes croyances, donc forcément il est faux. Surtout qu'il ne démontre pas, moi je vous démontre le contraire. Vous voyez, devant vous, vous avez un papyrus dont j'ai évidé les parties qui étaient déchirées. Excusez-moi pour la qualité du dessin, mais bon, c'est pas facile. Je suis très très mal équipé en informatique. Et là, du coup, hop, je vous remets le papyrus traduit par Pierre Talley, et vous voyez bien, vous pouvez faire pause et revenir en arrière, vous voyez bien qu'il n'y a aucun souci, il y a des endroits où les glyphes sont à moitié déchirés, donc il a rajouté le glyphe parce que c'est très facile de deviner la suite quand on connaît les hiéroglyphes, et la partie où il n'y a rien, c'est qu'il n'a pas rajouté des hiéroglyphes, c'est juste un gros trou. Voilà. Donc voilà, vous faites pause, vous pouvez passer un petit peu de temps, donc là, ne pas voir que le travail était parfaitement fait par Pierre Talley, c'est vraiment, si vous continuez d'être aveugle, c'est grave. Et moi, très sincèrement, si Monsieur Lasserre a vraiment fait cette découverte, donc moi j'ai un conseil à lui donner, parce que s'il a vraiment découvert ça, c'est que Monsieur Lasserre publiait une étude qui prouve que Pierre Talley est un guignol et qu'il a fait des fautes de traduction.
publier un truc. Ah oui. Vous serez pris. Franchement, Vous serez pris, monsieur Lasserre. Si vous publiez l'étude qui montre que Pierre Thalès est trompé et qu'il raconte n'importe quoi, je peux vous dire que il y a plein de journaux d'égyptologie qui vont vous publier en disant, vous voyez, hein, les équipes françaises, elles sont pas si bonnes, hein, voilà, il faut pas les financer, financez-moi plutôt. Hein. Des controverses qu'on a eues sur des documents comme ça, sur des retraductions, etc., il y en a partout dans les sens historiques. Hein. Et encore une fois, si vous montrez que le gars fait un faux, mais il faut y aller, quoi. Ah, puis là, je pense que ça peut être assez drôle de voir dans les gros titres des journaux scientifiques un amateur à analyser les papyrus. Il voit qu'il y a des. Alors, sans déconner, monsieur Michel Lasserre, vous seriez peut-être célèbre dans le milieu scientifique. Hein, et on serait reçu à l'Élysée. Ça sera pour vous. Ça sera pour vous la chance de votre vie d'être au moins célèbre et reconnu pour votre travail archéologique. Alors, il y a deux solutions. Ou vous faites cette étude, et là, je pense que le monde va s'ouvrir à vous, ou alors vous continuez à faire vos vidéos sur Internet et à dire que Pierre Thalès dit de la merde sans jamais le prouver. Et inventer des biais. Ouais, et inventer des biais. Voilà, et inventer des biais. En parlant de biais, on va continuer sur cette vidéo. Il nous dit qu'un signe hiéroglyphique peut avoir plusieurs sens suivant le contexte. Alors là, c'est pareil, hein, j'ai un peu rigolé. Alors, que veut dire cette phrase exactement, le contexte? Je ne sais pas ce qu'il entend par contexte, par signe hiéroglyphique. Je vous l'ai dit dans la vidéo sur Julie Couvreur, un signe, c'est un son et c'est aussi une idée. J'avais pris l'exemple des bras levés, le K qui est tout seul est vraiment le signe pour représenter le K du pharaon, mais associé à une miche de pain et à un homme accroupi avec un petit vase sur la tête, c'est le verbe travailler. Voilà, donc c'est un signe, mais c'est une idée et un son. Donc le contexte, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Peut-être que, je pense que un égyptologue qui traduit, comment dire, les inscriptions dans une pyramide, il part dans l'idée qu'éventuellement il traduit un texte funéraire, et qu'un mec qui traduit un journal de transport de pierre, peut-être qu'il part dans l'idée que, alors je ne sais pas exactement le contexte. Ce qu'on entend par le contexte, évidemment, c'est là pour le hiéroglyphique, c'est notamment les mots et les signes qui sont associés les uns aux autres. Hein, c'est-à-dire que quand on a un signe, comme tu l'as très bien expliqué, un signe seul ou un signe associé ont une signification différente. Mais alors ok, très bien. Mais pour contester l'interprétation ou le travail de traduction, d'édition de Pierre Thalès, encore une fois, il faudrait que M. Lasserre connaisse très bien le hiéroglyphique. Parce que dire juste un signe peut avoir un sens différent selon le contexte, oui, on peut trouver des mots en français, hein, voix. L'homonyme voix, selon le contexte, veut dire des choses différentes. Très bien. Donc évidemment, comme quelqu'un qui sait parler français, il sait que il sait interpréter le contexte. Hein, il sait que la voix du rossignol, hein, c'est pas la voie de chemin de fer, voilà. Et c'est le contexte qui le détermine. Mais évidemment, Pierre Thalès, qui est égyptologue, c'est un truc sur lequel il a été formé. Moi, j'étais formé au latin. Et les mots, effectivement, je sais très bien que leur signification est différente selon le contexte et selon les périodes. Mais j'étais formé à ça. Donc évidemment, quand je vais tomber sur un texte, je vais être capable de dire, attention, là, ce mot-là, la valeur de ce mot-là, c'est plutôt ça que ça. Alors, on avance. Il nous parle du papyrus, de ce qui est inscrit dans le papyrus en général, et il demande à son public, sans donner de réponse bien évidemment, est-ce que le papyrus parle du chantier royal de construction de la pyramide? Parce que d'après lui, non. Alors, je suis désolé, mais c'est un monsieur, l'architecte Miraire, qui travaille des blocs de pierre de tour à nord, tour à sud, des blocs de parement de la grande pyramide, tous les jours pendant peut-être 20 ans. Donc, est-ce que le papyrus parle du chantier? Indirectement, oui, j'ai envie de dire, parce que le bardage de ces blocs fait partie intégrante du chantier. Sans bloc, pas de chantier. C'est encore, Monsieur Lasserre, mais vraiment, c'est dur de vous suivre. C'est très dur de vous suivre. T'as quelque chose à rajouter? On a l'impression, vite fait. Voilà, on a l'impression que Monsieur Lasserre, il attend le plan Ikea. Hein, il attend le plan Ikea de la pyramide. Hein, et une fois qu'il aura le plan Ikea de la pyramide, il a dit ah oui, effectivement, c'est le plan de la pyramide. Bon, sauf qu'évidemment, il est en suédois, donc je suis pas sûr que ce soit des Égyptiens. Bon, évidemment, lorsqu'on a des documents sur un chantier, sur une construction générale, tout document qui parle d'une partie
c'est-à-dire soit du travail lui-même, soit de la conception, soit de l'acheminement des matières premières, évidemment, parle de ce chantier, c'est obligatoire. Voilà. Donc oui, le transport de blocs de pierre pour la Grande Pyramide fait partie intégrante du chantier. Alors, il nous dit que le papyrus ne parle pas de la pose directe des blocs de parement sur la Grande Pyramide. Alors non, effectivement, il n'y a pas d'inscription comme quoi on pose des blocs sur la pyramide. Mais avez-vous déjà vu une feuille de transport d'un routier, d'un chauffeur routier aujourd'hui? Est-ce que dans sa feuille de route, on marque quand il livre des parpaings, par exemple sur un chantier, est-ce qu'il marque ah oui, c'est là les maçons sont en train de poser des parpaings sur le deuxième niveau, ils mettent du ciment. Non, il dit moi j'ai livré mes blocs, vous signez, vous avez bien compté les blocs que j'ai livrés, c'est signé, je repars chercher d'autres blocs et je repars sur un autre chantier ou sur le même chantier. Encore Évidemment, une fois, c'est un journal de bord, voilà. de transport de blocs de pierre. Il n'est pas là, l'inspecteur Mérard n'est pas là pour voir ce qu'il voit sur le chantier, en fait, tous les 2 jours. En tout cas, pas la pose, c'est pas sa mission. Il fait c'est pas sa sa mission. mission du tout. Sa mission, c'est le Non, mais c'est de transport l'enfumage, hein, j'insiste, parce que c'est juste de l'enfumage de la part de M. Lasserre, en fait. Bien sûr. C'est de l'enfumage et c'est de l'hypercritique, on y reviendra à la fin, mais c'est vraiment le type même de l'hypercritique. Donc ici, alors deux points, on en a parlé, hein, les éléments de datation, l'association au règne de Khufu, on en a parlé tout à l'heure. Oui, les papyrus donnent bien une date. Et là, ils nous disent que les papyrus, encore, c'est bien la preuve qu'il a vraiment lu la petite étude de 30 pages, c'est qu'il nous dit que ça ne parle pas des équipes d'une quarantaine d'hommes. La même chose, hein, on est sur un thème, c'est un thème grec, un filet, hein, c'est un thème qui vient d'une traduction grecque, hein, et effectivement, dans les papyrus même, on parle pas, on dit pas une filée, c'est 40 hommes, c'est une quarantaine d'hommes. Sauf que bon, quand on travaille sur ce type de document, on va comparer à d'autres documents. Donc tout document qui fait référence à une filée, on va s'en servir, et puis on va voir à quoi ça correspond. Et on a d'autres documents qui expliquent que les filets, elles reçoivent des rations pour une quarantaine d'hommes. Voilà. Donc, on compare. C'est le même mot, c'est le même usage, c'est la même époque. Voilà. Alors, si maintenant M. Lasserre nous dit que le filet, c'est pas 40 hommes, mais que c'est 20 hommes, qu'il nous le démontre. Hein, qu'il nous trouve un document qui nous permet de dire qu'une filée, c'est que 20 hommes. Alors, bon, et très bien. Et encore une fois, il publie son étude, elle sera reçue. Hein. Si l'étude bien documentée, elle sera parfaitement reçue. De toute façon, sa vidéo, il ne démontre rien du tout. Comme Joli Coureur, hein, c'est le même, comme tous. Ah, oui. Il blablabla et sans jamais aucun. Alors, tu m'as dit sur Facebook, il y a 15 jours, 3 semaines, que Madame Coureur affirmait que l'inspecteur Mérard n'était pas un témoin oculaire de la grande construction. Donc, alors là, c'est pareil. Hein, imaginez-vous, alors je reprends imaginez-vous un chauffeur routier qui arrive sur un chantier d'un immeuble immense, hein, de plusieurs dizaines d'étages, qui pendant des années et des années, tous les 2 ou 3 jours, pose des palettes de parpaings devant le chantier, mais il fait toujours le dos tourné au chantier pour pas le voir. S'il vient tous les jours pendant X années, il n'y a pas que lui, c'était pas que. On ne parle pas de 40 hommes, hein, on parle de plusieurs équipes de bateliers qui font l'aller-retour tous les jours. Évidemment qu'ils sont témoins oculaires, ils déchargent au pied de la pyramide. Donc ils voient la pyramide même s'élever d'année en année. Voilà. Ou alors il est aveugle ou il est complètement court. Enfin, voilà. Monsieur Michu qui promène son chien tous les matins devant la tour Eiffel en construction, c'est un témoin oculaire de la construction de la tour Eiffel. Il n'y participe pas. Il fait rien dedans, non, hein, à différence de l'inspecteur Mérard, dont les équipes fournissent des pièces. Mais c'est un témoin oculaire. Évidemment, l'inspecteur Mérard voit, chaque fois qu'il passe sur le chantier, la pyramide s'élever. Il voit la pyramide. Il est témoin oculaire de la pyramide. Point. Tout à fait. Ah non, je vous jure. C'est pas gagné. Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce monsieur Michel Lasserre? Il nous dit aussi que, alors là, c'est un petit. Il nous dit que 70 tonnes chargées à bord des bateaux de charge antiques, c'est beaucoup parce que c'est l'équivalent de la charge utile de 2 semi-remorques. Alors, on a un bel anachronisme, encore une fois plus. Je parlais des routiers tout à l'heure, j'ai fait exprès, hein, parce qu'il en reparle évidemment. Alors,
70 tonnes, c'est vrai que ça paraît énorme. On dit, tu as 2 semi-remorques chargées de... ça paraît énorme, mais si les blocs font entre 2 et 5 tonnes, ça ne fait pas de blocs. Moins, on parle de 30 blocs, 35 blocs, ça dépend de la taille des blocs. Alors, ils sont estimés à combien ces blocs de parement? Oui, c'est ça, 1, 2, 3 tonnes. C'est ça, hein. Je ne crois pas tellement plus. Il faudrait que je revérifie. On mettra ça en commentaire. Moi, j'avais entre 2 et 5 tonnes pour les plus gros. C'est bon. Donc, et ce sont des blocs qui sont tractés, qui ne sont pas soulevés. Il faut pas oublier ça. Là, Monsieur Lasserre nous fait une comparaison totalement anachronique, parce qu'évidemment, il nous fait croire que c'est des énormes blocs qu'on découpe sur place, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est des blocs qui sont préparés dans les carrières, qui sont ensuite montés sur les bateaux, donc séparément, donc disons qu'ils font 5 tonnes, des bateaux qui ne ressemblent absolument pas aux bateaux qu'il nous montre dans sa vidéo, parce qu'il nous montre des maquettes de bateaux qui sont des barques cérémonielles là-dessus, rien à voir avec les bateaux de transport de charge, dont on lui dit qu'il n'y a pas de représentation à l'Ancien Empire. Malheureusement pour lui, si, Chaussée d'Unas, 5e dynastie, on a des représentations de ces bateaux, et dont on sait, parce que des études ont été menées, elles sont pas nouvelles, je veux dire, une des grandes études qui a été menée des années 70 sur les ça s'appelle Ships of the Pharaohs, ça a été mené par une équipe néerlandaise, montre que les bateaux de charge de l'Ancien Empire commencent à être des bateaux qui peuvent porter des charges utiles très importantes, parce que ce sont toujours des bateaux cousus, comme ils existaient dès l'époque Nagada II, on a des représentations, sauf que ils ont trouvé un moyen de rendre ce bateau plus solide et plus rigide en utilisant en fait un câble, une sorte de câble, qui tend l'ensemble du bateau, qui le rigidifie de manière complète. Voilà, on tire la coque vers le haut. Voilà, c'est ça, évidemment. Pour compenser le poids des absolument. Et ça permet effectivement d'avoir un bateau qui est beaucoup plus long. C'est pas un bateau qui fait une demi-lune, c'est un bateau qui est beaucoup plus long en longueur, et qui est capable de porter des charges. Et des charges, 70 tonnes en un seul bloc, il n'y a pas de problème. On en reparlera si tu veux bien, parce que je pense avec que grand plaisir. Monsieur Michel Lasserre va nous faire une vidéo sur les transports de charge, donc on fera une contre-vidéo absolument, parce qu'on connaît relativement bien le sujet tous les deux. Oui, c'est un sujet sur lequel on a déjà travaillé. Ouais, donc là, vous voyez devant les yeux, je vous ai un petit peu découpé les blocs des parements pour vous rendre un petit peu de la taille. On n'est pas sur des blocs de dizaines de tonnes. Ah non. Et une chose très importante, extrêmement importante, c'est que les Égyptiens, c'était loin d'être des nigauds, ils bougeaient, excusez-moi, des blocs de pierre tous les jours, donc une grande maîtrise de la chose. Bien sûr. Il ne faut pas oublier que quand les pyramides du plateau de Gizeh sont construites, ça fait déjà près de 250-300 ans que les Égyptiens font de la construction en pierre, et ça fait depuis encore plus longtemps, qui font du funéraire, au départ c'est des mastabas, mais qui font du funéraire. Donc on est 300 ans, allez, je vais prendre des générations à 20 ans, ce qui est à peu près mis en place, ça fait quand même 15 générations. 15 générations de travail de la pierre, donc il y a une connaissance qui est mise en place, et encore une fois, là on a des études dessus, je renvoie à celle de Sinéo Frères notamment, mais sur l'évolution des carrières, où est-ce qu'ils vont prendre les matériaux, ceux dont ils se servent. Bien sûr, c'est leur matière première, la différence du monde mésopotamien, et effectivement, non seulement de la pierre, mais des carrières, de la manière de les sortir, de la manière de les bouger, tout ça c'est des choses qui ont évolué, et encore une fois. Donc il nous finit cette première partie, je dis cette première partie parce que c'est après la deuxième partie, il ne parle que de Pierre Tallet. Il finit donc cette partie en disant « La fiction égyptologique des gens naïfs aux longs œillères d'obscurantistes prenant les autres pour des aussi naïfs qu'eux. » Il dit qu'en fait que tous les égyptologues sont des gens naïfs avec des œillères, bref, on est tous nous, vous les professionnels et nous les amateurs, on est tous des abrutis, on ne voit pas la vérité où elle se trouve, sans nous donner un semblant de vérité. Monsieur Michel Lasserre, vraiment pas vous donner aucun élément dans cette vidéo. Et puis moi, j'ai envie de vous dire la même chose. J'enlève la fiction égyptologique et à la place, je remplace de la recherche alternative, et ça marche aussi bien. Sauf que moi, nous avons beaucoup d'éléments pour prouver ce qu'on dit.
Monsieur Lasserre utilise un terme générique qui est le narratif égyptologique. Alors c'est vraiment génial parce que pour lui, l'égyptologie n'a pas changé d'un iota depuis sa création. Alors rappelons que l'égyptologie, c'est 1822 le départ. Que les études, et si on ouvre un peu des livres d'égyptologie un peu anciens, ce qu'on appelle faire de l'historiographie de l'égyptologie, les études entre 1822 et 1860, c'est déjà ça va dans un sens. 1860, 1880, on commence à mettre en place, ça va dans un autre sens. 1880, 1900, 20, 30, on commence à avoir une égyptologie moderne, et quasiment tous les paradigmes sur la société égyptologique, sur la société égyptienne ancienne, se sont modifiés. Enfin, c'est des choses qui se sont modifiées de manière complète. Je veux dire, si on considère que l'égyptologie n'a pas bougé depuis Maspero, on se trompe. Non. On se trompe. On se trompe vraiment. Bon. Et j'avais invité. Tous les commentaires ont été effacés, évidemment, parce que M. Lasserre ayant tendance à effacer tous les commentaires qui vont pas dans son sens de manière. Comme c'est bizarre. Oui, c'est bizarre. C'est bizarre. En disant que c'est du trollage. Bon, moi j'ai des copies de mes premiers commentaires. En général, je suis assez respectueux quand je parle, et puis surtout je donne des éléments. Et je l'avais invité à lire des ouvrages d'histoire de l'égyptologie, ce qu'on appelle l'historiographie d'égyptologie, pour des gens comme Julie Couvreur ou comme Michel Lasserre. Eux, ils vous aimeraient qu'on leur dise que les pyramides sont pas des tombeaux. Et oui, mais le problème, c'est qu'on n'a aucune preuve que ce ne sont pas des tombeaux, c'est le contraire. On nous dit, oui, mais vous comprenez, on n'a jamais trouvé de corps dans les pyramides. C'est faux, on a retrouvé des corps. Alors, pas dans celles-là, pas dans les grandes, pour des raisons diverses et variées. Bon, mais quand les égyptologues ont commencé à travailler sur le funéraire égyptien, ce qui était un gros travail au départ, ils sont tombés notamment sur la pyramide d'Ounas avec des inscriptions en tous les sens qui disent « ceci est un tombeau ». Enfin, je résume, mais c'est tous les rites funéraires qui sont là. Ils ont dit « tiens, la pyramide d'Ounas, il est marqué dedans que c'est un tombeau, et il y a un temple du haut, un temple du bas, une chaussée entre les deux ». Est-ce que tous les bâtiments, est-ce que toutes les structures qui comprennent une pyramide, un temple du haut, un temple du bas et une chaussée ne seraient pas tous des tombeaux? Surtout quand dans certains, on trouve des corps, même s'il n'y a pas d'inscription. Ou des fragments de corps. Donc, on attend la démonstration de tous nos amis pseudo-chercheurs pour nous montrer que ça servait à autre chose. Même à certains, je pense à Patrice Pouillard en l'occurrence, de nous montrer que c'est un cénotaphe. On en connaît des cénotaphes en Égypte, on en connaît. Bon, mais on le sait très bien, on sait pourquoi ils sont là. Bon, là, on est pour la pyramide de Khufu et pour les pyramides du plateau de Gizeh sur une nécropole. Il n'y a pas un seul élément funéraire. Il y en a plein. Alors là, je vais en finir parce que il est déjà tard. On n'est plus le matin de bonne heure, on est déjà le midi de bonne heure. La deuxième partie, moi, je ne vais pas analyser parce que ça m'a gonflé véritablement. En fait, il ne fait qu'une critique verbale de Pierre Tallet. Il prend la vidéo de Cyril du Grand Virage. Et donc, c'est une critique de Pierre Tallet, de comment il parle, comment il se contredit. Moi, j'ai arrêté là parce que ça m'a vraiment rendu vénère. Et je vois pas l'intérêt de faire une contre-vidéo pour la deuxième partie. Tu as quelque chose à dire sur la deuxième partie? Non, je n'ai pas grand-chose à dire parce qu'effectivement, d'abord, partir sur une vidéo pour critiquer quelqu'un, c'est un peu difficile. Pierre Tallet, c'est un chercheur. Et en recherche, moi, c'est ce que je fais également, on écrit. C'est l'écrit qui est le plus important. Pourquoi? Parce que dans l'écrit, on met nos références, on met nos notes de bas de page, on peut vérifier. Lorsque je publie un article, comme je l'ai fait sur les papyrus de Merer, pour justement expliquer que ces papyrus sont authentiques, il y a des notes de bas de page qui expliquent d'où je tire les informations. Donc, si je me suis trompé, et ça peut m'arriver de me tromper, effectivement, on peut repérer et remonter les choses qui permettront de corriger le cas échéant. Là, moi, ce que j'ai surtout envie de dire sur M. Lasserre, c'est qu'il a mené une critique du travail de Pierre Tallet en général et de son analyse des papyrus de la Mer Rouge sans les avoir lus. Effectivement, il a lu au mieux, c'est ce qu'il dit à l'écran, une partie des papyrus B1, B2 qui effectivement rapportent les transports de charges, mais pas l'ensemble, pas le reste. Bon. Et comme il ne lit pas le hiéroglyphique, je l'affirme un peu ici, s'il prouve le contraire, je m'en excuserai auprès de lui, bien sûr. Et bien évidemment, il n'a pas vu qu'à côté de la quai de Khufu, il y a le signe pyramide, qui indique bien la pyramide, mais il n'a pas lu le travail de M. Tallet. Donc comment peut-il critiquer le travail de M. Tallet? Est-ce que M. Lasserre conseille à ses amis d'aller voir des films dans lesquels il a vu la bande-annonce, que la bande-annonce, en disant « ce film est formidable, j'ai vu la bande-annonce, alors je ne sais pas de quoi ça parle, mais ce film est formidable ».
et va le voir. Hein. Moi, je l'ai pas vu. Quand on dit qu'on fait un travail scientifique, et c'est pas la première fois que Monsieur Lasserre le fait, c'est assez systématique. Hein. Il l'a fait aussi sur la datation. Il ne prend que ce qu'il arrange et des petits passages, et il lit pas toutes les études. Je parle même pas de la contextualisation. Il prend 2-3 trucs et il dit, vous voyez, ça marche pas, donc c'est faux. Et j'en terminerai là-dessus. Il utilise des méthodes qui sont des méthodes uniquement négative, hein, je fais la critique négative, je dis pas que ma théorie est bonne, je dis que la leur est fausse. Je le prouve pas, mais je le dis. Bon. Et ces méthodes négatives, c'est celle des négationnistes. Alors, je dis pas qu'ils sont négationnistes, hein, c'est pas ce que je dis, mais c'est la même méthode qui a été utilisée par les négationnistes, notamment sur la Seconde Guerre mondiale et ou sur d'autres périodes, hein, qui sont usées ici. C'est pas des méthodes constructives. Donc, si M. Lasserre pense vraiment que les pyramides sont, je ne sais pas, les hypothèses de Chris Dunn, des centrales électriques ou des constructions très anciennes, très bien. Alors qu'il arrête de parler uniquement des travaux faits actuellement et qu'il nous montre, lui, des travaux qui nous montrent, par exemple, que la pyramide, elle est réellement très ancienne et qu'elle fournit de l'électricité ou qu'elle ne soit pas un tombeau. Ouais, et puis moi, je voudrais m'adresser à Michel Lasserre et puis ne pas prendre en compte toutes les preuves archéologiques qui prouvent bien que ce sont les Égyptiens à l'Antiquité qui ont construit ces bâtiments pour enterrer leur roi, et ben c'est enlever tout un patrimoine magnifique, culturel, architectural, intellectuel à des hommes qui vivent encore dans leur pays, c'est-à-dire les Égyptiens. Absolument. Vous êtes en train d'enlever toute une partie de l'histoire à des hommes. C'est comme si demain vous disiez oh non, la Tour Eiffel, non, elle est Atlante. Oui. Donc pensez-y vraiment, véritablement, si vous avez des preuves, amenez-les enfin, parce que là, Michel Lasserre, votre vidéo, c'est du vide absolu. Mais oui. Je serais Pierre Talley, je verrai votre vidéo, je serais en colère, je serais à la limite du procès, parce que vous êtes injurieux envers le travail de Pierre Talley. Alors, je ne sais pas si Pierre Talley a vu la vidéo de M. Lasserre. En revanche, je sais qu'il a lu mon article, évidemment, donc c'est tout à fait intéressant. Ce que je ne crois d'ailleurs n'a pas fait M. Lasserre. Je crois qu'il n'a pas encore lu mon article parce que je ne l'ai pas vu sur Academia, là, donc il a un pseudo très caché. Bon, c'est un peu dommage parce que ça montre des choses. Mais pour en terminer là, moi je parle de pseudo-archéologue. Hein. Pseudo, ça veut dire faux hein, en grec. Hein. Mais on est effectivement là dans une espèce de démarche de gens qui ne s'appuient pas sur les sources. Ils parlent dans le vide, quand ils font des critiques sur des vidéos, etc., mais appuyez-vous sur les sources. Si vous considérez que le papyrus de Mérère est un faux, eh bien, vous lisez l'ensemble des études, hein, donc 2 volumes sortis, un 3e en cours de parution hein, sur la question, vous lisez l'ensemble et vous dites « Ah, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas et je peux le prouver. Voilà. » Mais le problème, c'est que les papyrus de Mérère sont bien le témoignage d'un témoin oculaire d'un participant au chantier de la pyramide de Khufu à son époque, et qu'évidemment, ce témoignage, eh bien, il met par terre toutes les thèses pyramidologiques. Il met par terre toutes les thèses de pseudo-archéologues sur, sur la grande pyramide de Khufu. Donc évidemment, il faut pour eux que ce soit faux. Donc il faut pas le démontrer, il faut juste l'affirmer. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Ça peut pas être vrai, ça peut pas être vrai, ça peut pas être vrai. Voilà, j'ai skippé toute la vidéo. Donc Michel Lasserre, moi je vous le répète, je vous le dis, je sais pas si vous le savez, mais j'étais pyramidio moi-même, donc chercheur alternatif, excusez-moi. Et à force de chercher, j'ai trouvé. Je me suis un petit peu énervé sur les grandes pyramides un jour, et j'ai trouvé qui avait construit les grandes pyramides, donc les Égyptiens de l'Antiquité. Donc, Monsieur Lasserre, je vous invite sur En avant les histoires. Voici mon messenger, William, vous me contactez. On se fait une vidéo tous les 2 ou tous les 3 avec Alexis, et puis vous allez enfin pouvoir nous emmener des éléments que nous allons prendre avec grand plaisir. Grand plaisir et intérêt. Et avec grand plaisir et intérêt. Donc j'en ai fini avec notre petite vidéo du matin. As-tu un petit mot à dire? Je sais que tu vas me dire non et que tu vas quand même rajouter un petit mot. Donc as-tu un petit mot à dire, Alex? Non, non, toujours un plaisir de faire ces vidéos. Je crois que c'est important. Là, c'est une vidéo de debunk hein, sur un article qui a déjà été écrit. Hein, mais ce qui est important à mon sens, c'est qu'effectivement,
Les papyrus de Merer, et c'est ce que j'avais marqué comme titre à mon article, c'est une épine dans le pied, parce qu'évidemment, c'est un document qui est tout à fait clair sur la construction. Alors encore une fois, c'est pas le plan Ikea avec vous mettez la pierre A avec la pierre B de la construction, mais c'est un document très clair et très précis. Donc, Monsieur Lasserre, je vous invite, je vous invite à aller voir mes autres vidéos, à liker, à s'abonner, la Total Jambon et puis on a hâte, Monsieur Lasserre, enfin hâte entre guillemets, de voir dans votre vidéo sur les transports de charge. Quand je dis hâte, non, j'ai pas hâte qu'elle soit en ligne, mais on attend de voir ce que vous allez dire. Voilà, on y répondra en tout cas. Même chose, si vous avez des éléments concrets qui montrent bien qu'effectivement c'est pas possible, on prend en compte des sources. Vous savez, en histoire, c'est des sources. Donc, amis publics, et ben voilà, nous avons fini cette petite vidéo du matin. Je vous souhaite une bonne journée et puis à plus dans le bus. Alexis, ciao. Salut, au revoir, à la prochaine. Allez, à bientôt, ciao. Ciao.